tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. C'est la troisième vidéo que je tourne d'affilée et je commence à fatiguer. Mais quand on est parti, je pense que c'est mieux de continuer sur cette bonne voie et on va continuer avec la troisième vidéo de cette fameuse série de la fin 2022, début 2023 qui signe un petit peu le bilan de cette année 2022 en termes de lecture. Pour cette troisième vidéo de la série, je vais vous proposer un genre de tag que j'ai vu passer sur une chaîne anglophone qui est la chaîne de Emily Fox. Encore et toujours la même, ma référence ultime en littérature anglophone. Donc c'est un tag que j'ai vu passer sur sa chaîne dans le cadre de toute sa série qu'elle fait sur son bilan de fin d'année que j'adore. J'adore cette série qu'elle fait chaque année. Vraiment ça fait 3 ans que je la suis et chaque année je prends un plaisir immense à suivre toutes ces vidéos du mois de décembre. Et quand j'ai vu qu'elle sortait cette fameuse vidéo qu'elle a appelée Random Awards, j'ai trouvé ça trop bien. Et du coup je me suis noté toutes les petites questions et j'ai décidé de vous le faire aussi à ma sauce sur ma chaîne, avec certaines questions que je vais enlever, peut-être en rajouter d'autres pour l'adapter un petit peu à mes habitudes de lecture et ce que j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo. Mais globalement l'idée elle est un petit peu la même. L'objectif c'est tout simplement de vous parler de romans que j'ai pas forcément évoqués beaucoup sur la chaîne, qui ont été des bonnes lectures et qui mériteraient d'apparaître un petit peu à un moment donné dans mon bilan de l'année. Donc j'ai une petite vingtaine de questions à vous proposer, je vais essayer de faire ça assez vite, mais l'idée c'est vraiment voilà, de vous donner encore d'autres idées de lecture pour 2023, puisque c'est vraiment le but ultime de cette série de vidéos bilan 2022. Je suis désolée mais on va un peu spill the tea dans cette vidéo, parce qu'il y a vraiment des questions qui sont un peu... comme la première par exemple. La couverture la plus moche de l'année 2022. Et là je suis désolée mais vraiment l'award revient à cette immondice. Je suis vraiment désolée mais ce n'est pas possible. J'ai lu cette année, j'ai commencé avec le petit mois petite lecture, Les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Alors j'ai pas tout lu parce que je crois qu'il y a genre 35 tomes donc non je n'ai pas tout lu. Mais j'ai lu les 2 premiers tomes. Je suis en grosse hésitation encore sur comment je continue cette saga, parce que c'est pas que j'ai pas aimé ces 2 premiers tomes, honnêtement j'ai trouvé qu'ils étaient extrêmement intelligents, ça bouleverse des codes, c'est très bien écrit, c'est très intelligent, c'est de la bonne fantaisie humoristique. Pour autant je me suis un peu ennuyée et c'est pas été mes meilleures lectures de l'année, clairement. Mais en même temps j'ai entendu dire qu'il y avait différents cycles dans les Annales du Disque Monde, et clairement les 2 premiers tomes de toute la chronologie n'étaient clairement pas les meilleurs. Donc ça me donne quand même envie de continuer, mais faut que je me renseigne un petit peu sur quel cycle. En tout cas, je suis désolée, mais là je vous mets les couvertures des éditions que j'ai. Ils ont refait d'autres éditions chez Pocket un petit peu plus tard qui sont quand même moins pires, mais je suis désolée, celle-là par contre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors je sais qu'il y a forcément une espèce de volonté éditoriale derrière, puisqu'on veut coller un petit peu à cette ambiance très burlesque, très critique de la société, qui est propre aux Annales du Disque Monde, mais quand même. Bon, ensuite on passe à la couverture la plus jolie, hein. Il y a souvent la plus moche, la plus jolie, le meilleur, le moins bon, enfin il y a souvent cette alternance. Et là la couverture la plus jolie, je ne peux pas faire autrement que vous représenter cette fameuse saga de chez Monsieur Toussaint Louverture. Donc là c'est la fameuse saga Anne de Green Gables, mais là je vais vous parler en particulier d'un tome que j'ai lu au mois de mars, qui est le tome 4. Il s'agit de Anne de Windy Willows, qui a une couverture sublimissime, et honnêtement je me demande si une saga pourra un jour détrôner Anne de Green Gables dans mon cœur en termes d'appréciation des couvertures et des objets livres. Je trouve que cette saga ils ont fait vraiment un travail éditorial de dingue. Voilà, pour moi c'est vraiment les couvertures sublimes par excellence. Au-delà du fait que cette saga est absolument génialissime et que si vous ne l'avez toujours pas lu, qu'attendez-vous? Ou vu d'ailleurs, parce que vous pouvez très bien avoir vu Anne with Annie, la série qui a été adaptée, qui est à peu près aussi bien, si ce n'est mieux, que la saga littéraire. Ensuite j'ai le livre dont tu attendais le moins, mais qui a été une bonne lecture. Je suis un petit peu trituré le cerveau à essayer de trouver cette réponse-là, mais je vais vous parler de Vengeful de V.E. Schwab. Alors, c'est pas que j'en attendais pas énormément, mais en fait, j'ai pas été particulièrement séduite par Vicious, donc le tome 1. Disons que ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais je m'attendais beaucoup plus. On m'avait vendu quelque chose que je n'ai pas trouvé, c'est-à-dire par exemple des personnages antagonistes, des méchants quoi. Et en fait, je les ai pas trouvés si antagonistes que ça, donc j'étais assez déçue sur ce point-là. Mais Vengeful a été largement au-dessus de mes attentes. Je l'ai largement préféré à Vicious, je l'ai trouvé beaucoup plus ancré justement dans cette volonté d'inscrire des personnages gris, des personnages plus nuancés, avec peut-être un fond un peu plus négatif, un peu plus sombre en eux.
Donc j'ai apprécié ça, j'ai vraiment pour le coup trouvé ce qu'on m'avait promis dans le tome 1 que je n'avais pas trouvé. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne chose. Et puis globalement je l'ai dévoré, il fait plus de 700 pages et je l'ai lu en quelques jours à peine, c'était vraiment une super lecture, donc je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. Ensuite il y a le livre dont tu attendais le plus mais qui a été une déception. Alors là c'est pareil, j'ai un petit peu galéré parce que mine de rien, est-ce qu'il y avait vraiment des livres dont j'attendais beaucoup et qui m'ont déçu? Pas tellement. En fait les livres qui m'ont déçu cette année, je m'y attendais à peu près. Par contre il y en a un quand même que j'ai réussi à mettre. Je suis déçue dans le sens que j'en attendais beaucoup puisque j'adore l'autrice, mais je n'avais lu qu'un seul titre d'elle jusqu'à présent, qui était Âge tendre. Donc c'est Clémentine Beauvais. Et moi j'ai pas été très séduite par sa sortie de cette année. Donc il s'agit de Les Facétieuses. En fait c'est pas un mauvais livre. Il a pas trop fonctionné avec moi. Je pense sincèrement qu'il peut plaire à certains, d'ailleurs je crois qu'il est dans le top 10 de Audrey. Mais pour moi ça n'a pas été la lecture révélation, j'ai eu même un peu de mal à le terminer pour tout vous dire. En fait je pense que ce roman, il peut beaucoup plaire à des lecteurs de contemporains. On sent que Clémentine Beauvais a essayé de rajouter des éléments imaginaires dedans, des éléments fantastiques, mais qui s'adressent quand même mine de rien à un public contemporain. Et c'est peut-être cette ambivalence qui m'a un peu dérangée. Je trouve qu'il y a de belles promesses. Globalement, l'idée de base est géniale, mais au niveau de la réalisation, ça m'a un peu plus perdue. Encore une fois, je dirais pas que c'est une mauvaise lecture, parce que très honnêtement, je pense que c'est un bon livre, mais ça l'a pas forcément fait avec moi, qui suis une lectrice d'imaginaire, quand même globalement, même si j'ai lu beaucoup de contemporains cette année, je reste quand même une lectrice d'imaginaire, donc forcément, je suis pas forcément, je pense, le public cible pour ce roman-là. J'ai quand même lu en entier, j'ai quand même passé un bon moment, et il m'a fait rire, il était sympathique, mais clairement pas au niveau de Âge tendre pour moi, largement pas. Ensuite j'ai la meilleure traduction et en fait je suis désolée mais j'ai pas trop le choix. Chaque année, si on me demande les meilleures traductions, je suis obligée de mettre du Robin Hobb. Parce que je trouve vraiment qu'il y a un travail incroyable sur les traductions des Robin Hobb. Je suis obligée de les remettre à chaque année quand on me pose la question de la meilleure traduction. Parce que pour moi c'est vraiment les romans par excellence qui ont été traduits mais avec une plume qui reste extrêmement expressive, extrêmement belle et qui ne dénature pas du tout la plume de base de Robin Hobb. Donc bon bah typiquement Le Faux et l'Assassin et Les Cités des Anciens qui sont ceux que j'ai lus cette année. Je trouvais que c'était globalement une traduction qui était toujours aussi belle que les premiers tomes de l'Assassin Royal que j'aime tellement. Les personnages les plus détestés, alors là je peux vous dire que j'ai galéré. Bon, il y a toujours des personnages qu'on n'aime pas dans un livre, c'est une évidence, il y a toujours un antagoniste qu'on a envie d'enfoncer dans un mur, clairement. Ou de piétiner, ou d'écraser. Mais là, les personnages les plus détestés globalement, j'ai un peu eu du mal à trouver, et finalement je me suis tournée vers un livre qui m'a beaucoup déçue cette année. C'était un livre que j'ai lu pendant le petit mois petite lecture, et il s'agit de Lettre à toi qui m'aimes, de Juliette Evenot. Encore une fois, c'est pareil que pour Les Facétieuses, je pense pas que ce soit un mauvais livre, il est pas du tout adressé à ma personne, ma personnalité. J'ai trouvé que les personnages étaient assez antipathique. C'est une histoire d'amour à sens unique. Le concept c'était sympathique puisqu'on suit plutôt le côté de la personne qui n'aime pas en retour. Donc globalement on a souvent le point de vue de la personne qui n'est pas aimée en retour. Mais là le point de vue de cette personne qui a reçu une déclaration d'amour mais qui n'est pas amoureuse en retour, j'ai trouvé ça assez intéressant. Pour autant j'ai trouvé que les personnages vraiment étaient antipathiques, je ne les ai pas du tout appréciés en tout cas. Ça m'a pas forcément fait apprécier le roman. Après encore une fois, c'est très personnel parce que ça n'a juste pas fonctionné avec moi, mais j'ai vu plein de coups de cœur sur ce roman. J'imagine qu'il doit plaire à beaucoup d'autres personnes. Le livre le plus unique. Là aussi c'est compliqué parce que j'ai lu pas mal de choses assez originales cette année, donc j'ai eu assez de mal à me décider. Honnêtement j'aurais pu clairement mettre typiquement Les Annales du Disque Monde. Je pense que c'est même peut-être la chose la plus unique que j'ai lue cette année, mais comme il était déjà dans la catégorie de la couverture la plus moche, qui est clairement vraiment l'award suprême, je pouvais pas le remettre là. Mais sachez qu'il peut vraiment rentrer dans cette catégorie-là aussi. Non, j'ai plutôt décidé de vous parler du premier Aurélie Wallenstein que j'ai lu cette année, et il s'agit du Désert des couleurs. Donc j'ai rencontré Aurélie à un salon du livre, c'était juste à côté de chez moi, et du coup j'ai eu plein de temps pour lui parler parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, et c'était top. J'ai lui acheté 3 livres, dont Le Désert des couleurs, que j'ai lu dans la foulée. Je pense que c'est un roman que j'aurais même du mal à vous résumer parce que c'est particulier. Mais globalement on est dans un univers, je sais pas si on peut vraiment appeler ça du post-apo du coup. En tout cas on est dans le futur de l'espèce humaine. Le monde s'est globalement transformé en un immense désert où il ne reste plus que quelques cités qui subsistent. Et en fait dans ce désert, quand quelqu'un s'aventure dans les dunes, eh bien ses souvenirs lui sont volés, qui se transforment en des cristaux de couleurs qui disparaissent dans le désert. Donc c'est un petit peu comme si le désert aspirait les souvenirs de l'humanité. C'est assez particulier, donc je suis un personnage qui a un don particulier, qui a une destinée particulière, qui va partir en quête
d'une autre cité, qui va partir en plus avec sa sœur, demi-sœur, qui elle pour le coup n'est pas vraiment immunisée contre les effets du désert. On a vraiment toute cette quête, ce lien qui se crée entre deux alors qu'ils ne s'entendaient pas du tout au début du voyage. C'était très fort, très beau, je trouve que l'idée de base est hyper intéressante et questionne vraiment sur la société humaine. C'est hyper intelligent, chapeau bas, Aurélie Wallenstein, parce que vraiment je pense que c'est un roman absolument unique en son genre. Donc typiquement si vous n'avez jamais lu d'Aurélie Wallenstein, je peux vous conseiller celui-là que j'ai trouvé extrêmement bluffant. Bluffant par son unicité, par son originalité, par les émotions qu'il peut transmettre, c'était très très beau. Un bon livre mais qui n'était pas pour toi. Clairement j'aurais pu mettre Les Facétieuses. Voilà, parce que je pense que c'est typiquement la définition qui pourrait rentrer. Mais du coup j'ai décidé d'en mettre un autre, c'est un roman graphique. Il s'agit de La Louve boréale de Noulia Tamarit. Je ne sais pas ce qui m'a dérangé dans cette BD. Parce que, encore une fois, je pense sincèrement que c'est un bon ouvrage. Ne vous inquiétez pas, il y a vraiment des livres que j'ai lus et dont je suis persuadée qu'ils ne sont pas bons. C'est une BD qui aborde pas mal de thématiques, notamment le féminisme et l'écologie, on va dire. Il y a pas mal de thématiques aussi sous-jacentes. Ce qui m'a dérangée, je pense, c'est il y a des espèces de bonds dans le temps, on revient dans le passé, je comprenais pas tout ce qui se passait. Ça m'a pas forcément parlé en termes de graphisme. J'ai pas été complètement transcendée par cet ouvrage. Je pense sincèrement que c'est un bon ouvrage qui questionne vraiment bien toutes ces thématiques de féminisme et d'écologie. Pour autant, voilà, c'est pas une œuvre qui a fonctionné sur moi et j'en suis la première déçue. C'est comme ça, ça arrive. Mon nouvel auteur favori découvert en 2022. Est-ce que quelqu'un ne sait vraiment pas ce que je vais répondre? Bon, si vous ne savez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo top de l'année 2022 puisqu'elle apparaît non pas une mais 2 fois dans le top. Il s'agit de TJ Klune, clairement. Je ne peux pas mettre Becky Chambers parce que je l'avais déjà découverte en 2021. Je ne peux pas mettre Madeline Miller parce que je l'avais déjà découverte en 2020. Mais clairement, TJ Klune, c'est ma découverte de 2022, à tel point que je n'ai qu'une hâte, c'est de lire d'autres livres de lui. Je suis d'ailleurs en pleine lecture d'un livre de lui. C'est vraiment ma découverte ultime de 2022. Je ne peux que vous encourager à découvrir certains de ses ouvrages. Moi j'ai lu La Maison au milieu de la mer céruléenne, j'ai lu The Extraordinaries, mais j'ai aussi lu Under the Whispering Door qui a été traduit par Sous la porte qui chuchote chez De Saxus. Sincèrement, il y a beaucoup de belles choses dans ces livres et je pense clairement qu'il peut plaire à beaucoup de lecteurs. Un livre qui t'a redonné foi en l'humanité. Ça va être assez paradoxal parce que c'est pas vraiment un roman qui prône l'humanité en tant que tel, mais c'est Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. C'est un court roman dont je vous ai parlé en update lecture si ça vous intéresse d'avoir un avis un peu plus complet. Un roman qui pourrait être aussi assez unique en son genre, hein, mine de rien. Donc on va suivre un robot d'un côté et une personne non binaire de l'autre, qui vont partir un petit peu en quête de quelque chose. Un monde clairement futuriste. L'humanité a pris conscience de ses travers et il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour survivre et pour faire survivre la planète et le monde dans lequel ils évoluent. Il y a beaucoup de très belles choses et voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon update lecture, mais c'est vraiment un roman qui peut redonner foi en l'humanité sur sa capacité de rédemption, sa capacité surtout à apprendre de ses erreurs. Globalement, c'est un petit peu ce que j'en retiens. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des récits de Becky Chambers. Je pose ça là. Un livre dans lequel tu t'es le plus attaché au personnage et dans lequel tu t'es plus investi émotionnellement. Je m'étais promis de pas faire apparaître dans ce top des romans qui sont dans mon top de 2022, donc dans mon top 10. Mais en fait, pour ce genre de questions, je ne peux pas faire autrement. Puisque si je me suis tant investie émotionnellement, c'est que j'ai eu un coup de cœur, clairement. Et du coup, là, je suis obligée de mettre Le Chant d'Achille, parce que je ne m'en suis toujours pas remise. Là, Achille Patrocle, pour toujours dans mon cœur. Voilà, clairement. Donc je vous en reparle pas plus longtemps, mais ça a été vraiment un de mes coups de cœur ultime de l'année, même de ma vie de lectrice. Donc forcément j'ai été investie émotionnellement, forcément j'ai été attachée au personnage et je m'en suis toujours pas remise depuis 1 an. Le meilleur et le pire plot twist. Alors le meilleur plot twist, j'aurais clairement pu mettre The Prison Healer, parce que je me suis fait retourner le cerveau pendant tout le roman. Mais du coup, très récemment, j'ai changé ma réponse pour mettre The Extraordinaries de TJ Klune. Pareil, il est dans mon top et c'est pas grave, je suis obligée de le mettre quand même, parce que je me suis fait clairement retourner le cerveau pendant 400 pages. Je pensais savoir des choses et en fait, et bah non, clairement. Je me suis pris un petit rappel que finalement, quand tu crois savoir, mais en fait tu sais pas. Voilà. Et franchement, ça fait du bien aussi des fois de se faire rappeler un petit peu à l'ordre. Donc The Extraordinaries, clairement meilleur plot twist. Surtout, n'oubliez pas que après les remerciements, il y a un petit chapitre en plus.
qui à mon sens c'est peut-être le pire plot twist de livre, vraiment. Et du coup, pour le coup, le pire plot twist, mais dans le côté négatif, hein, c'est vraiment un roman que j'ai détesté. Je suis vraiment désolée, mais j'aime pas dire ça. Mais vraiment, c'est le pire livre que j'ai lu cette année. C'est Le Contrat d'Oriane Gray. C'était vraiment pas une réussite. Tout, j'ai trouvé ça, mais pas crédible. Les personnages étaient insupportables, ne faisaient pas les bons choix. C'était pas assez développé, pas forcément bien écrit non plus. J'ai pas trouvé grand chose de bien dans ce roman. Et on était censé avoir des plot twists, mais alors, autant vous dire que soit je les ai vus venir à 300 km, soit ça n'avait juste aucun sens. Je ne regarde pas un très bon souvenir, comme vous pouvez le constater. Je ne sais même pas comment, par quelle action, de quelle puissance supérieure je l'ai terminé. Parce que vraiment, c'était pas bon, du tout. Désolée, mais vraiment, c'était pas bon. Le meilleur livre young adult. Alors, je me suis attelée à vraiment considérer le young adult en tant que genre codifié et cliché, pas genre le genre global, mais vraiment le young adult comme on l'imagine, c'est-à-dire très codifié, la fantasy avec tel plot twist, tel machin, tel truc. Et là, clairement, je me suis obligée de mettre The Prison Healer parce que ça a été une trop bonne lecture, c'était vraiment trop bien, mais c'est codifié et cliché à mort. On peut pas dire le contraire, clairement, ça reprend des bases et des codes que l'on a vu partout en fantasy young adulte. Ça arrive à se démarquer quand même, hein. C'est pas pour autant que c'est complètement prévisible, mais pour autant c'est très codifié, c'est très young adulte, et il faut le savoir avant de vous lancer. Mais clairement, si on considère vraiment le young adulte en tant que genre codifié et cliché, clairement c'est le meilleur young adulte que j'ai lu cette année de très très loin. Le meilleur groupe de personnages, j'arrivais pas trop à le traduire cette question-là par rapport à la vidéo de Emily. Je sais plus comment elle avait tourné ça, mais c'était pas vraiment traduisible en français, donc j'ai mis le meilleur groupe de personnages, donc le meilleur groupe de personnages qui évoluent ensemble et qui évoluent le mieux ensemble, on va dire. Et là, clairement, j'ai mis l'équipage du vaisseau spatial dans La couleur des nébuleuses d'Amandine Peter. Une très bonne, j'allais dire trilogie, mais pas du tout, c'est une duologie. Et en fait, un petit peu à l'image de L'espace d'un an, on va suivre un vaisseau spatial avec un équipage. Et clairement, j'aurais pu mettre L'espace d'un an dans cette question. Clairement, mais je me suis dit non, Amélie, tu mets d'autres livres que ceux du top 10. Et du coup, La couleur des nébuleuses, clairement, on est un petit peu dans cet esprit-là aussi, avec ce groupe de personnages qui évoluent si bien ensemble. On a plein d'espèces qui se rencontrent, tout avec des cultures et des backgrounds différents, c'était top. Donc vraiment, rien que pour ça, je vous encourage vraiment à découvrir ce diptyque, qui était vraiment d'une très grande qualité. Le livre qui t'a pris le plus de temps à lire, donc le livre que j'ai mis le plus de temps à terminer, quoi. Là j'ai un peu galéré aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de livre que j'ai traîné pendant très longtemps pendant l'année. Très honnêtement, je me souviens pas d'un livre que j'ai traîné pendant 3 semaines. Globalement, 1 semaine c'était le maximum. J'en ai quand même mis un, mais je pense pas que ce soit lui que j'ai pris le plus de temps à lire. Je ne pense pas. J'ai mis le livre de M de Peng Shepherd, il fait quand même 732 pages, un truc comme ça. Et il était long, donc forcément j'ai mis du temps à le lire, mais pas vraiment non plus de là à dire que j'ai mis 3 semaines à le lire. Je crois que j'ai dû mettre 1 semaine et demie. Forcément c'est un peu long, mais ça va. On est sur un roman post-apocalyptique où en fait il y a une épidémie qui ravage la population et qui enlève tous les souvenirs des personnes qui en sont atteintes. Et en fait on suit un couple, donc il y a une femme et un homme, et en fait la femme est atteinte du virus. Ils vivent pratiquement plus que tous les deux, hein. La population a été pratiquement entièrement décimée. Et en fait un jour où lui part à chercher des denrées alimentaires dans la ville la plus proche, donc elle décide de s'enfuir et lui va partir à sa recherche. Donc c'est un petit peu toute cette quête là, c'est un roman qui est très ancré dans la solitude, sur l'introspection, sur les souvenirs qui remontent, l'espèce humaine. Il y a d'autres points de vue aussi qui sont assez intéressants. C'était pas mal, c'était un bon roman, moins que ce que j'aurais aimé, mais ça restait quand même un bon roman que j'ai apprécié découvrir. Les auteurs dont tu aimerais découvrir plus de titres en 2023, je m'en suis notée 5, bon alors ça fait un bon top. Donc je me suis notée Becky Chambers évidemment, DJ Clown évidemment, Megara Nolan, je vous en ai pas beaucoup parlé mais j'ai découvert Atypicalypso cette année et fin 2022, du coup faut que j'arrête de dire de cette année pour parler de 2022. Et c'était une très bonne lecture, c'était un space opéra vraiment sympa et j'ai reçu le tome 2 il y a quelques mois maintenant, qu'il faut que je lise en 2023, donc ce sera chose faite. Et puis je me suis aussi acheté quelques autres romans d'elle pour continuer un petit peu ma découverte de l'autrice. Évidemment j'ai mis Madeline Miller,
Je crois que là, à l'heure actuelle, j'ai lu tout ce qu'elle a sorti, mais elle doit bientôt sortir un roman sur Perséphone. Je l'attends de pied ferme, je l'attends vraiment de pied ferme. Je ne sais pas si j'aurai le niveau de le lire en anglais, peut-être pas, mais en tout cas, si il sort cette année, j'essaierai peut-être, c'est possible. Et en dernier, je me suis noté CS Quill, ça me permet de vous parler d'une saga que d'ailleurs j'ai pas vraiment terminé parce qu'apparemment elle va sortir un tome 4 et un tome 5, mais j'ai terminé le tome 3 avant-hier. Il s'agit de Campus Drivers, où c'est une saga de new romance. Qui suis-je? Who am I? J'ai complètement changé de direction de lecture. Non, en réalité, j'ai quand même lu pas mal de new romance à une époque. J'en lis régulièrement. Et Campus Drivers, c'est typiquement le genre de new romance que j'adore, qui sont drôles, qui sont avec des personnages forts, des thématiques fortes. Là, pour le coup, un petit peu trop de scènes olé olé pour moi. Mais c'est pas grave, j'ai quand même apprécié mes lectures, et du coup ça m'a donné envie de découvrir d'autres ouvrages de CS Quill. L'auteur que tu as le plus lu cette année? Alors contre toute attente, c'est Robin Hobb. Je ne sais pas comment c'est possible, parce que j'ai vraiment pas lu beaucoup de Robin Hobb, mais en fait c'est parce que je compare aux années précédentes où j'ai défoncé du bouquin de Robin Hobb, où j'en ai lu, je sais pas, 10 ou 13 par an. Là j'en ai lu que 4, mais en fait c'est le maximum que j'ai lu cette année. Alors évidemment j'ai mis les mangaka et autres illustrateurs et auteurs-illustrateurs de côté, parce que évidemment tout ce qui est graphique, quand j'ai lu une saga de 12 mangas, évidemment j'ai lu 12 fois l'auteur, donc ça pourrait être ça. J'ai décidé de les mettre de côté parce que ça n'a pas vraiment de sens. J'ai vraiment décidé de regarder que les auteurs de romans, et c'était Robin Hobb. Après, il y en a plein que j'ai lu 3 fois, par exemple TJ Klune. Toutes les trilogies que j'ai lues comme Steam Sailors, j'ai lu 3 romans aussi. Voilà, donc il y a quand même des auteurs que j'ai lu pas mal de fois, mais pas plus que Robin Hobb que j'ai lu 4 fois. C'est très étonnant, mais écoutez, je suis aussi étonnée que vous. Et la dernière question de ce tag, c'est un trope ou un genre que tu aimerais explorer un peu plus. Je vous en ai parlé dans mes objectifs de 2023, mais j'aimerais explorer un petit peu plus les réécritures de mythes et de mythologie et le post-apocalyptique. J'ai déjà quelques titres en tête, notamment je vous en ai donné 2 dans ma vidéo précédente. Probablement que ça évoluera, mais en tout cas c'est vraiment là à l'heure actuelle des genres que j'ai envie d'explorer un petit peu plus. Et puis comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo d'encore avant, j'aimerais lire un petit peu plus de science-fiction aussi, continuer à me familiariser avec ce genre-là que j'adore, les space opéras en particulier. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour ce tag. Ça m'a permis de vous parler d'autres lectures, donc c'était vraiment chouette. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ou si certains vous tentent. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire, que je vois un petit peu ce que vous aurez répondu. N'hésitez pas aussi à le reprendre sur votre chaîne, évidemment, je serais très contente de voir ça. Taguez-moi si c'est le cas. Et puis je crois que je vais vous laisser là, parce que je n'ai plus de voix. Je suis en train de plus avoir de lumière non plus. Donc ça fait vraiment... combien d'heures? Ça doit faire 2 heures que je tourne des vidéos, donc là je n'en peux plus. Je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!